du côté du logement, on a eu les chiffres des notaires de France. Plus 11% sur les ventes, le marché repart, les signaux économiques sont plutôt positifs, rebond des ventes, reprise du crédit, 921 000 ventes en un an à fin septembre. Est-ce qu'on est sur un rebond solide du marché immobilier ou un mirage technique? Ça fait 2 ans que c'était à l'arrêt quand même. On verra, on verra. Déjà, pour nuancer un peu ces chiffres, alors oui, on va s'en réjouir parce que sur le front du logement, effectivement, les bonnes nouvelles sont pas légion. En fait, on revient juste au niveau de 2017. Voilà, de janvier 2017 en termes de transactions. Et ces transactions-là concernent exclusivement l'ancien et pas le neuf. Donc, qui est toujours en panne. Hein. Exactement. Et quand on regarde, par exemple, ce que nous expliquent des experts comme Robin Rivaton, qui nous disent qu'effectivement, on est toujours dans un déficit chronique d'offres et qu'en fait, on ne construit plus, la construction est à l'arrêt. Et là, la construction a été à l'arrêt ces 2-3 dernières années, notamment parce qu'à l'approche des municipales, mais aussi parce qu'on a un renchérissement complet du coût de construction, avec des fois, sur certains endroits, près de 30% d'augmentation du prix de construction au mètre carré. Beaucoup de nouvelles normes. Dû effectivement au volet normatif. Le logement, en fait, c'est la bombe quelque part insidieuse, mais qui commence à exploser à droite à gauche. La première déflagration, c'est sur la démographie. Celle qui était un peu avant, c'était celle notamment sur le pouvoir d'achat. En fait, on se rend pas compte que la plupart de nos problèmes sont interconnectés au logement. On a, si vous voulez, des problématiques de mobilité du travail qui explique qu'on a un taux de chômage frictionnel autour de 7,5%, qui sont liés du coup à une déspatialisation de l'offre et de la demande de travail. On a effectivement un logement qui pèse jusqu'à 29%. C'est la dernière livraison INSEE sur les données Fideli 2025, panorama statistique français. On se rend compte en fait 29% pour la plupart des gens qui sont dans le parc privé. Dans le parc social, c'est 15%. Pour les retraités, on est aux alentours de 13-14%. Pour des jeunes, ça peut monter jusqu'à 30-35% en termes de taux d'effort. Comment vous voulez, ça c'est Maxime Sbailly qui le dit dans son dernier essai, comment vous voulez vous projeter tout simplement dans la vie future si, à comparaison entre les générations, vous avez perdu quasiment 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est une pièce en plus. C'est une pièce, donc c'est un enfant en moins. C'est un enfant en moins. Et en fait, on retrouve le différentiel entre le désir d'enfant exprimé et le nombre d'enfants réels par femme. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte que le logement est passé, mais complètement à travers les radars de l'exécutif. C'est surprenant, hein. Je veux dire, c'est un sujet qui est quand même totalement absent du discours politique. Mais non, mais et les ministres succèdent. Ça l'a été à dessein en 2017 parce qu'on a considéré que c'était une rente. Ça l'est aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissements cognitifs, intellectuels et économiques pour comprendre ce que ça fait. Et surtout, il n'y a pas de dividende réel. Quand vous augmentez les pensions, ça se voit au 1er janvier. Oui. Quand vous faites des mesures sur le logement, ça se voit à 7 ou 10 ans. Et quel député aujourd'hui, avec la possibilité d'avoir une dissolution instantanée ou dans les mois qui viennent, aurait envie de mouiller la chemise pour porter des mesures dont les dividendes ne seront versés que dans 7 à 10 ans? Personne. Donc on revient sur la logique du court terme, malheureusement, qui anime notre temporalité, que vient percuter la politique et le monde économique, Olivier Babot. Le logement et l'immobilier en général, c'est effectivement le sujet le plus important puisqu'il est au nœud d'énormément de problèmes. Aujourd'hui, un problème encore d'opposition intergénérationnelle dont on vient de parler, donc c'est un élément de plus. Il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, pour un jeune, il est totalement impossible d'imaginer devenir propriétaire, même si vous êtes un ménage biactif qui gagne bien sa vie. C'est les primo-accédants qui montent, c'est pas tout à fait vrai, Olivier. Là, c'est les primo-accédants qui montent, c'est plutôt... Donc il faut bien dire que forcément, ils sont quelque part des héritiers. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un apport qui est quand même assez conséquent, ça paraît très difficile d'imaginer acheter autre chose qu'un appartement qui ne vous permettra pas d'avoir une famille, en particulier dans les zones tendues. En France. Bon. Ce déséquilibre entre offre et demande qui alimente cette augmentation des prix, c'est vrai, on n'est pas le seul pays à le connaître, mais enfin, il est lié évidemment à un malthusianisme très très fort de l'offre, lié à une logique mortifère. Enfin, je veux dire, c'est cette logique de toujours plus de réglementation, toujours plus d'augmentation des coûts à travers ces réglementations, les logiques totalement stupides et idéologiques de limitation des loyers qui font fuir les investisseurs parce que la rentabilité aujourd'hui d'un bien immobilier plus la fiscalité de façon générale devient absolument incertaine. Vous avez la fiscalité locale qui pèse de plus en plus, cette erreur fondamentale d'ailleurs du passage de la fin de la taxe d'habitation qui entraîne quand même un gonflement de la taxe foncière extrêmement important. Vous étiez contre, vous êtes plutôt pour les baisses d'impôts d'habitude. Oui, non, j'ai toujours dit que j'étais contre cette histoire de taxe d'habitation, que c'était complètement stupide. On en revient là encore, on parlait de la CSG où la logique est inversée, mais on met tout sur la tête en France. Là, c'est pareil. La taxe d'habitation, c'était censé faire payer les gens qui habitaient quelque part. Oui. Maintenant, regardez l'ironie d'histoire, encore une fois, c'est qu'il n'y a que ceux qui n'habitent pas là qui payent la taxe d'habitation, c'est les résidences secondaires. Oui. Vraiment, vous voyez, tout ce système fait qu'on ne se rend pas compte que d'adapter
adaptation en opportunité politique, on crée un système fiscal extrêmement contre-productif qui va à l'inverse de tout ce qu'il était censé faciliter. Il faudrait vraiment mettre tout ça par terre, repenser complètement les normes en particulier et puis l'accès au foncier pour libérer la construction, parce que c'est quand même la première chose pour rééquilibrer le marché, et libérer aussi probablement la fiscalité et augmenter la mobilité aussi qui aiderait l'économie d'ailleurs. On approche des municipales, on est à un peu moins de 100 jours des municipales maintenant. On a souvent l'habitude de dire aussi maire bâtisseur, maire battu. C'est pas toujours bien vu non plus dans l'opinion publique, Rafik Smati. Ce qui est particulièrement tragique, c'est pour notre jeunesse. Vous savez, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, il y a un petit peu plus de 25 ans, mes plus jeunes collaborateurs, leur rêve était, d'ailleurs, ils le devenaient pour certains, propriétaires. Oui. Ensuite, j'ai vu l'évolution. 10 ans plus tard, alors, ils avaient renoncé à devenir propriétaires, ils allaient être locataires. Et aujourd'hui, un jeune vous dit, pour beaucoup d'entre eux, en tous les cas à Paris, qu'il veut être en colocation. C'est-à-dire qu'on est passé du propriétaire au locataire, au colocataire. Et c'est un glisse. Et alors, bon, il s'en accommode. C'est vrai chez les seniors d'ailleurs. Oui, d'une certaine façon. Et alors finalement, on en arrive, et ce débat sur l'immobilier est un concentré quelque part du mal français. On en arrive à redécouvrir une évidence, c'est que pour investir dans l'immobilier, il faut des investisseurs. Il faut des capitaux. Oui. Et que le capital et que l'investissement, ça ne tombe pas du ciel. Ça obéit à un certain nombre de règles, parfois irrationnelles. Et donc, quand vous investissez dans un bien immobilier, que vous dites que par un concours de circonstances, il peut être squatté et que vous allez devoir vous battre pour pouvoir le récupérer, ça ne vous donne pas forcément envie d'investir. Quand vous dites que vous allez devoir faire face à une montagne de normes et d'obligations toutes plus irrationnelles les unes que les autres, ça va vous dissuader. Quand vous entendez dire, parce que tout ça, c'est à l'état de rumeur, et c'est mortifère, une rumeur en économie, que la taxe foncière va être redéfinie. Alors probablement d'ailleurs, parce qu'on sait bien... La révision, c'est pas une rumeur, cher Rafik. La révision des valeurs locatives, on en parle depuis plus de 10 ans, mais c'est vrai qu'elle tarde un peu à venir. Quand on parle de révision, on imagine tous que ça ne sera pas une révision à la baisse. On est bien d'accord, parce que nous sommes en France. Il y aura des perdants et des gagnants. À quelle sauce vous allez être mangé dans 2 ans ou dans 3 ans? Tout ça pour dire que l'investisseur, normalement constitué, quand il doit arbitrer entre plusieurs possibilités d'investissement, vu toutes les contraintes qu'on lui fait peser sur ses épaules, il va choisir autre chose. Donc ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas d'investisseurs, qu'il n'y ait pas de capitaux qui viennent mettre de l'argent dans l'immobilier. Bon, qu'est-ce qu'il faut Il nous reste 2 minutes là. Je veux des solutions pour régler cette crise. Il y avait une proposition qui était intéressante, c'était le statut du bailleur privé, qui a été un peu vidé de son essence au dernier moment dans le débat parlementaire. C'est une proposition en plus qui est proposée par tout l'éventail du secteur, du constructeur au bailleur. Qui était vraiment salué par tout le secteur. Oui. Exactement, qui malheureusement a été annulé. Il y a plusieurs choses. Moi, je pense qu'il faudrait aussi assouplir complètement les règles du HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière. Vous savez, c'est ce conseil qui estime que vous ne pouvez pas dépenser plus de 30% de votre revenu en endettement. Question de sécurité. Oui, mais alors faut qu'on m'explique, Raphaël, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'un ménage qui se loge à Paris et qui dépense 35 voire 40% de son revenu en location ne pourrait pas faire la même chose en accès à la propriété. L'infantilisation, effectivement, a ses limites. Et si un jeune ménage décide, justement, parce que ses préférences intertemporelles le dictent, de mettre un effort financier à instant T pour accéder à la propriété, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un organisme national étatique déciderait qu'il n'aurait pas le droit de le faire. La banque a des ratios de rentabilité et a des ratios de solvabilité qui sont bien plus puissants que le HCSF. Déjà, il faudrait libérer ça. Vous faites ça, un statut du bailleur privé, vous assouplissez les règles du HCSF, vous remettez effectivement un allègement, notamment des DMTO, parce qu'il faut voir aujourd'hui que la fiscalité... Une droit de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle les frais de notaire. Voilà, c'est à peu près 10% du prix d'achat d'un bien. Et derrière, vous assouplissez certaines normes pour permettre la construction avec tout simplement des choses qui sont très simples. Guillaume Poitrinel en parle très souvent ici. C'est de dire, plutôt que d'avoir des recours qui peuvent durer jusqu'à 2 ans, vous faites des recours qui durent jusqu'à 1 mois. Et là, vous pouvez avoir effectivement une appétence à construire et surtout d'avoir des guidages, des guidance, comme on dit, de l'épargne des Français vers justement ce secteur qui en aurait tant besoin. Vous faites ces 3 mesures-là, je pense qu'on a un choc d'offres assez important. On a déjà un bon programme du côté d'Arwan-Tison. Olivier Babot. Moi aussi, évidemment, ce serait ces simplifications. Il faut rassurer les investisseurs. Il faut donner de la visibilité aussi sur l'état fiscal, essayer d'avoir une stabilité. Alors, est-ce qu'un gouvernement peut promettre une stabilité
puisque le nouveau gouvernement, par définition, n'a pas à se sentir... On l'a eu pendant à peu près 10 ans, la Oui, mais stabilité fiscale. elle n'est jamais sûre a priori, c'est ça le truc. Et il faut vraiment que vous ayez une capacité de vision, et puis il faut renoncer à toutes ces réglementations qui sont extrêmement inflationnistes, en réalité, en particulier sur les modes de construction et les normes. Rafik Smati, pour terminer. Je résume tout ça par un mot, c'est un choc de liberté. Ce qui serait salvateur pour l'immobilier, mais pour bien d'autres secteurs. C'est-à-dire le contraire de tout ce qu'on fait régulièrement, à chaque fois systématiquement sur l'immobilier.